En France, comme dans tous les pays comparables aux nôtres, les interrogations se multiplient sur l'école. Comment l'école primaire peut-elle assurer plus efficacement les apprentissages fondamentaux? Le collège, désormais commun à toute une génération, doit-il pour autant être unique, c'est-à-dire ne proposer que des parcours identiques? Et le lycée, comment peut-il évoluer pour mieux conduire les lycéens vers l'enseignement supérieur? Tous ces débats tournent très souvent autour de la notion d'égalité. Depuis quelques années, on voit s'exprimer fortement une demande de personnalisation des enseignements. Le système éducatif tente d'y répondre par des dispositifs d'accompagnement individualisés. On voit aussi se développer sur les marges de l'école de nombreux organismes de soutien scolaire. Mais comment concilier la volonté de répondre aux besoins de chacun et celle de donner une culture commune à tous? Dans un pays de tradition centralisée comme la France, on a vite fait de craindre que toute différence n'entraîne une inégalité. Et pourtant, comme le montrait déjà Condorcet dans ses fameux mémoires pour l'instruction publique, toute différence n'est pas injuste, dès lors qu'elle n'entraîne pas de dépendance des uns par rapport aux autres. Elle peut même être une richesse. C'est aussi au nom de l'égalité qu'on s'inquiète souvent des différences de pratique entre les enseignants. Doivent-ils tous se conformer au même modèle? Ou de ce que l'on appelle d'un terme un peu ambigu, l'autonomie des établissements. En fait, la question est plutôt la suivante. Faut-il tenter d'uniformiser les pratiques pour garantir l'égalité, ou doit-on laisser aux acteurs des marges d'initiative pour s'adapter à la diversité des situations sans renoncer à des ambitions communes? En matière d'éducation, le consensus paraît souvent difficile. En ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, nous sommes piégés par la tyrannie du temps court, qui empêche de saisir les perspectives d'ensemble. Nous avons du mal à saisir le sens de tout cela, c'est-à-dire à la fois la signification des évolutions et la direction dans laquelle elles vont. En fait, nous sommes comme le spectateur d'un tableau impressionniste qui, trop près de la toile, ne perçoit qu'un amas de touches colorées. Pour comprendre le motif, il faut prendre du recul. Tentons donc d'élargir notre champ de vision sur l'école. Dans l'espace, tous les pays rencontrent les mêmes problèmes que nous, et surtout dans le temps. Il faut rappeler comment s'est constitué le système éducatif français pour comprendre les tensions actuelles et envisager les voies de l'avenir. Le système éducatif tel que nous le connaissons hérite de 2 siècles d'histoire, depuis le Premier Empire. C'est Napoléon qui, dans les premières années du XIXe siècle, pose les bases d'un système centralisé qu'il appelait à l'époque université impériale. Et pendant ces 2 siècles, se sont produits 2 phénomènes essentiels. Le premier, c'est l'affrontement entre l'Église catholique et l'État pour le contrôle de l'éducation. Au départ, c'est l'Église qui détient l'essentiel des compétences en matière d'enseignement. Il faudra du temps pour que l'État forme les maîtres, dans les fameuses écoles normales, puis les prenne à sa charge sous la Troisième République. L'instruction publique devient alors clairement la responsabilité de l'État, qui accepte néanmoins l'existence d'un enseignement dit libre ou privé. La Cinquième République est la seconde étape capitale. Pour faire face à l'envolée des taux de scolarisation, il s'agit d'organiser la complémentarité entre le public et un enseignement privé largement financé et contrôlé par l'État. C'est l'objet de la fameuse loi Debré de 1959. Et depuis, une forme d'équilibre s'est stabilisée, même si quelques signes d'évolution se manifestent aujourd'hui, notamment la tendance au développement d'un enseignement privé hors contrat, qui reste toutefois très minoritaire. Le second point essentiel, c'est l'intégration progressive de toutes les formes de scolarisation dans un système unifié, organisé en niveaux successifs. Il y a là un phénomène majeur qui explique bien des traits de la situation présente. L'organisation actuelle du globe, avec ses fosses marines, ses plissements montagneux, provient du choc des plaques qui constituent l'écorce terrestre. De la même façon, le système éducatif, tel que nous le connaissons, résulte du choc et du réagencement de ces diverses composantes. Au départ, ces composantes étaient hétérogènes. Longtemps, les enfants ont été très tôt engagés dans des filières de formation différentes, très liées à l'origine sociale. Le primaire, éventuellement prolongé par des classes de fin d'études ou par un enseignement primaire supérieur, accueillait les enfants du peuple. Le secondaire, qui comportait alors des petites classes d'enseignement élémentaire, accueillait, beaucoup moins nombreux, les enfants de la bourgeoisie. D'autres formations encore étaient extérieures à l'instruction publique, les formations techniques et professionnelles par exemple. Dans la seconde partie du XXe siècle,
Les durées de scolarisation se sont considérablement allongées, pour une part sans cesse plus importante de chaque génération. Et en même temps, les formations se sont unifiées à chaque niveau. Le collège unique, né dans les années 70, accueille dans la même structure la totalité d'une classe d'âge. Les lycées, à leur tour, s'ouvrent de plus en plus largement, incluant les formations technologiques et professionnelles, qui fournissent aujourd'hui la moitié des bacheliers. On voit ainsi naître un système unifié, avec 3 étages, primaire, secondaire, supérieur. Et nous vivons aujourd'hui un nouvel épisode sismique. L'accès au supérieur, à son tour, se banalise, comme dans tous les pays développés. Il y avait 129 000 étudiants en 1950, 2 millions en 2000, 2 600 000 aujourd'hui. Dès lors, une nouvelle architecture du système éducatif naît sous nos yeux. Le primaire et le collège se rapprochent pour tendre vers une école du socle commun qui rassemble toute une génération pendant la scolarité obligatoire. Les lycées et les premières années du supérieur se rapprochent à leur tour pour aménager les parcours de formation de bac-3 à bac+3. C'est tout l'enjeu des réformes de l'entrée dans le supérieur. Comme la recherche et l'innovation sont devenues stratégiques, les cycles du master et du doctorat se développent à leur tour. Bref, les continents ont changé de place et de forme. En 2 siècles, le système éducatif est donc devenu de plus en plus massif et inclusif. Il accueille désormais très longtemps, dans une même structure, des élèves autrefois répartis dans des circuits de formation différents, ou qui quittaient beaucoup plus tôt le monde scolaire. Cela entraîne nécessairement de profonds changements dans les enseignements et les pratiques pédagogiques qui doivent se diversifier pour répondre à tous les besoins. Cela suscite aussi une tension entre des cultures pédagogiques différentes. Celle de l'enseignement secondaire est marquée historiquement par un élitisme qui tend à la sélection. Cet élitisme s'est parfois exprimé de façon caricaturale. En 1922, une époque où pourtant le baccalauréat n'était pas donné à tout le monde, un agrégé se plaignait dans la revue universitaire. Il nous vient en 6e, disait-il, des éléments qui n'ont rien fait de bon dans le primaire et qui notoirement n'ont rien de ce qu'il faut pour entreprendre des études secondaires. Il paralyse les classes, dont il constitue la majorité. La plupart de ces indésirables se cramponnent, nous les traînons de classe en classe, et tout notre effort consiste à les éliminer progressivement. Dans cette perspective, il est clair que la massification de l'école ne peut en effet qu'entraîner une baisse de qualité. Mais la culture traditionnelle de l'enseignement primaire, elle, était plus optimiste. Il suffit de relire le fameux dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson pour voir s'exprimer à chaque page la confiance dans la capacité de l'école à élever les enfants, dans tous les sens du terme. C'est ce qui explique la reconnaissance souvent manifestée par ceux-ci envers leur maître, comme en témoigne la fameuse lettre écrite par Albert Camus lors de la remise du prix Nobel à son instituteur. Au contraire, de Hugo à Vallès et à bien des contemporains, les témoignages sur le secondaire sont souvent plus sombres. C'est que l'allongement des formations n'a de sens que si l'on croit en ce que Condorcet, après Rousseau, appelait la perfectibilité de l'esprit humain. Et Condorcet nous propose une devise tournée vers l'avenir. Les nations qui s'avancent à travers les siècles ont besoin d'une instruction qui, se renouvelant et se corrigeant sans cesse, suive la marche du temps, la prévienne quelquefois et ne la contrarie jamais.